Bienvenue à la séance de la Commission de la santé mentale du Canada sur la santé et le mieux-être, une solution moderne pour le 21e siècle dans la fonction publique fédérale. Je suis enchanté de vous présenter notre conférencière pour cette séance, Mme Louise Chénier. Louise est une gestionnaire de programmes en santé mentale en milieu de travail à la Commission de la santé mentale du Canada. Elle travaille à éliminer les obstacles à l'emploi pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et aide les employeurs à créer des milieux de travail propices à la santé mentale. Avant de se joindre à la Commission, Louise était gestionnaire recherche en santé et mieux-être en milieu de travail au Conference Board du Canada. Au Conference Board, Louise a participé à de la recherche sur la gestion stratégique des ressources humaines, la santé, la sécurité et le mieux-être des employés et la diversité et l'inclusion en milieu de travail. Je cède maintenant la parole à Louise. Merci beaucoup, Sam. C'est mon plaisir d'être parmi vous aujourd'hui afin de parler de ce qui est une passion pour nous ici à la Commission, comment créer un environnement de travail qui est propice à la santé mentale. Donc, surtout à la fonction publique fédérale, parce qu'il y a tellement de nouveautés qui se passent présentement dans la fonction publique fédérale que c'est une histoire de succès que j'aime partager avec tout le monde. Alors aujourd'hui, je pensais qu'on pourrait aborder de la situation en parlant vraiment pourquoi est-ce qu'on parle de santé mentale dans le milieu de travail maintenant? Pourquoi est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui? Et aussi certains des outils qui sont en place pour pouvoir promouvoir la santé mentale dans toutes les organisations canadiennes, mais en particulier au sein de la fonction publique fédérale. Qu'est-ce que ça veut dire pour la fonction publique fédérale? Qu'est-ce qui se passe présentement avec la nouvelle stratégie de la fonction publique fédérale et l'initiative du groupe de travail mixte? Et finalement, est-ce que ça fonctionne? Si on met ces ressources-là en jeu, est-ce qu'on va avoir les résultats qu'on veut? On va suivre une étude de cas qu'on a mis en place en 2014 ici à la Commission et voir certains des résultats qu'on peut voir maintenant. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire en tant que collègue? Qu'est-ce que ça veut dire en tant que gestionnaire, en tant que haut dirigeant? Comment est-ce qu'on peut tous mieux soutenir la santé mentale dans le milieu de travail? Mais avant de commencer, j'aimerais que vous pensiez à votre milieu de travail. Peut-être celui où vous travaillez présentement ou un dans le passé et voir si cette situation résonne avec vous. J'aimerais vous présenter Irek et Tyreen. Irek et Eileen sont des nouveaux employés dans leur entreprise, moins de 5 ans de seniorité. Mais malheureusement, mais pour vous dire la vérité, ils ont été identifiés comme des leaders futurs pour leur entreprise. Chaque mois, ils atteignent leurs objectifs, ils sont très sociables et ils aident leur équipe à atteindre leurs objectifs. Mais malheureusement, cette dernière année, Tyrek et Eileen ont passé des moments difficiles. Tyrek a été diagnostiqué avec le cancer. Et lorsqu'il a reçu son diagnostic, il était très surpris. Et le docteur lui a dit, « Tu travailles dans un environnement de travail très stressant, où on demande beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Mais les traitements vont être très difficiles. Donc, peut-être pour un bout de temps, ce serait plus favorable pour ta santé, pour ton rétablissement, de prendre un congé de maladie. » Tyrek est allé voir les ressources humaines et il y avait des programmes exemplaires. Donc, il a été capable de prendre son congé puis assurer la stabilité financière de sa famille. Ses collègues ont appris ce qui se passait. Et puis, ils sont venus lui offrir leur soutien. On lui a demandé s'il y avait des choses qu'on pouvait faire pour lui. Est-ce qu'ils avaient besoin de support, par exemple? Et lorsqu'il est parti en congé de maladie, ses collègues au travail, ses amis au travail l'ont téléphoné, comme ils le font à l'habitude, afin de lui demander si tout allait bien, s'il avait besoin de quelque chose. Puis aussi pour lui dire ces aspects sociaux-là qu'on a dans le milieu de travail, que Jeannette, la gestionnaire de Tyrek et de Eileen, s'est retirée, par exemple. On ne pensait jamais qu'elle était pour se retirer, mais elle a décidé qu'elle voulait faire du voyage. Qu'on a un nouveau système d'informatique. Il était horrible, mais pas dans son affaire parce que par le temps que Tyrek va revenir au travail, tout le monde d'autre dans l'équipe va savoir comment l'utiliser, ça va être plus facile pour lui. C'est ces petits éléments-là qui nous unissent en tant que collègues. Donc, même si ça a été une période très difficile pour Tyrek, il avait quand même ce soutien-là psychologique qui l'a aidé durant son rétablissement. Et lorsqu'il est revenu au travail, parce qu'il s'est rétabli, il est revenu au travail, on lui a même fait une fête pour célébrer le fait qu'il était revenu, que tout le monde était content de l'avoir au travail.
Mais durant le même temps, Eileen a aussi passé devant un moment très difficile. Le matin, elle avait de la misère de se lever le matin. Ça prenait toute son énergie à s'habiller et à rentrer au travail. Donc, par le temps qu'elle arrivait au travail, elle n'avait plus d'énergie pour socialiser. Elle a commencé à s'isoler dans son bureau. Puis ses objectifs qu'avant étaient très faciles à atteindre sont devenus presque insurmontables. Au début, elle pensait que c'était la fatigue. Elle avait brûlé la chandelle des deux côtés pendant un bout de temps, mais éventuellement, elle a réalisé qu'il y avait un problème, que ce n'était pas normal pour elle de se sentir comme ça. Donc, elle est allée voir le docteur, puis elle a aussi été très surprise d'apprendre qu'elle avait un diagnostic de dépression. Le docteur lui a dit, tu travailles dans un environnement de travail très stressant, ce n'est pas le meilleur pour toi présentement pour ton rétablissement. Tu devrais peut-être penser à avoir un congé de maladie pendant ton rétablissement. Donc, elle est allée voir les ressources humaines et encore une fois, un programme exemplaire. Mais ses collègues avaient remarqué un changement dans son comportement. Ils avaient associé ça à peut-être une problématique de santé mentale. Personne ne se sentait confortable, toutefois, d'en parler ouvertement avec elle, de voir qu'elle avait besoin de soutien. Tout le monde voulait offrir ce support-là, c'était dans le meilleur des intentions. Ils ne voulaient pas rendre la situation plus difficile pour elle en parlant, qu'en posant des questions qui peut-être auraient causé que ce problème-là devienne plus sérieux. Donc, tout le monde pensait qu'un autre collègue avait plus d'expérience, qui pouvait en parler plus ouvertement avec elle. Mais malheureusement, aucun collègue se sentait confortable et donc elle n'a pas eu ce soutien-là que Tyrek a reçu. Puis lorsqu'elle est partie en congé de maladie, personne ne l'a appelée à la maison. Donc, elle n'a pas découvert que Jeannette était partie, qu'elle s'était retraitée, qu'il y avait un nouveau système d'informatique, par exemple. Tous ces éléments-là qui nous font une communauté au travail. Et lorsqu'elle est revenue, parce qu'elle aussi s'est rétablie, c'était un succès, elle est revenue. Encore une fois, les collègues ne se sentaient pas confortables. Est-ce qu'on devrait aborder cette situation-là avec Eileen? Est-ce que ça va rendre la situation plus difficile pour elle? Personne ne voulait poser la question qui aurait pu mener à ce qu'elle doit quitter encore le milieu de travail, une récurrence. Mais à cause de ça, personne n'est venu lui offrir du support. Donc, elle se sentait comme une nouvelle employée dans un vieux environnement de travail. Et ce sentiment de manque de confort, on peut dire, pourrait mener exactement à la situation que les collègues essaient de prévenir. Le stress de cette situation pourrait mener à ce que Eileen doit quitter encore de nouveau le milieu de travail. Donc, c'est très important d'apprendre, si on peut dire, comment aborder la situation des problématiques de santé mentale dans le milieu de travail afin que tout le monde dans le milieu de travail ait ce soutien-là psychologique qu'on a besoin durant notre établissement. Mais je ne pourrais pas vraiment commencer à parler non plus d'une problématique de santé mentale dans le milieu de travail sans parler de la stigmatisation qui entoure toute problématique de santé mentale dans la société ou dans le milieu de travail. Parce que si les gens pensent qu'ils vont être jugés, surtout jugés négativement, s'ils déclarent qu'ils ont une problématique de santé mentale ou s'ils vont accéder à des ressources qui sont dans le milieu de travail, on peut avoir les meilleurs programmes, les meilleures interventions dans le milieu de travail et puis ne seront pas efficaces. Parce que malheureusement, les gens ne se sentent pas confortables à accéder à ces ressources-là. Donc, pour ces individus, ça peut mener à une longue période avant de recevoir un traitement, par exemple. Mais il y a une deuxième facette à la stigmatisation interne. Par la stigmatisation interne, je veux dire qu'en tant qu'individu, je peux accéder puis soutenir un collègue, un ami, un membre de ma famille, s'ils ont une problématique de santé mentale, mais je ne suis pas capable d'accepter ça pour moi-même. Je ne suis pas capable de l'accepter faisant partie de mon identité en tant qu'individu. Donc, si j'ai de la stigmatisation interne, et en plus, je pense que je vais être jugée par la société, par mes collègues, je n'accéderai pas à ces ressources-là qui sont disponibles et qui peuvent me mener à un rétablissement. Donc, c'est très, très important de parler ouvertement de la santé mentale, de l'importance de la santé mentale dans le milieu de travail. Parce que
qu'est-ce qui arriverait si on traitait tout le monde comme on traite ceux qui sont atteints d'une problématique de santé mentale? J'espère que si j'arrivais au travail demain et que je disais dans mon bureau que Bob, mon collègue qui a une maladie du cœur, il a encore pris une journée de congé. Ah, il est paresseux, ce Bob-là. J'espère que 15 de mes collègues se lèveraient pour me dire pourquoi c'est important pour lui de se rétablir, que ça prend du temps, que son corps doit se rétablir. Que malheureusement, je souffre peut-être un petit peu d'ignorance dans la matière. Mais on entend ce genre de conversation-là à propos de la maladie mentale, par exemple, plus souvent dans le milieu de travail. Si je changeais maladie du cœur pour dépendance à l'alcool ou à une substance, on entend souvent, par exemple, qu'une personne qui est atteinte d'une dépendance pourrait se rétablir par willpower, par la force de l'esprit. Mais vraiment, c'est une maladie mentale qui a besoin d'un traitement afin d'être guérie. Donc, il faut penser à notre conversation dans le milieu de travail pour faire sûr qu'on ne donne pas cette perception-là qu'une situation pourrait être négative, afin que les gens puissent accéder aux ressources qu'ils en ont besoin. Donc, je crois qu'en société, mais aussi dans le milieu de travail, comme de raison, qu'on a une perception très binaire de qu'est-ce que la santé mentale. Je peux être dans le vert, comme on dit, et puis je fais face à des facteurs de risque parce que tout le monde, on fait face à des facteurs de risque, mais j'ai les stratégies en place pour pouvoir gérer ces facteurs de risque-là. Donc, je suis en santé. Et soudainement, il y a un nouveau facteur de risque qui vient s'introduire et je n'ai pas une stratégie en place pour pouvoir gérer ce facteur de risque-là. Donc, je suis dans le rouge ou je développe une maladie. Mais est-ce qu'on pense de la santé physique de cette manière-là? Par exemple, si je me réveillais ce matin et j'avais un mal de tête, est-ce que je suis malade ou en santé? J'y penserais probablement même pas. Je prendrais un verre d'eau, c'est peut-être parce que j'ai mal dormi, et j'irais au travail, puis ça serait tout. Mais la santé mentale, c'est la même manière, c'est pas une condition binaire, c'est vraiment un continuum, c'est une échelle. Donc, on peut être dans le vert, être en santé, puis capable de gérer tous les facteurs de risque dont on fait face dans une journée. Puis un nouveau facteur de risque vient et je commence à réagir à ce facteur de risque-là. Je tombe dans le jaune. Et si je développe une stratégie pour pouvoir gérer ce facteur-là, ou si on m'offre du soutien, je peux retourner dans le vert. Sinon, je peux aggraver, si on peut dire, cette situation et aller dans l'orange ou dans le rouge et avoir une maladie mentale. Mais c'est très fluide. Et de journée en journée, d'heure à heure, de mois à mois, cette situation-là peut fluctuer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le milieu de travail? Et pourquoi est-ce qu'on en parle autant dans le milieu de travail présentement? Bien, chaque semaine au Canada, 500 000 travailleurs canadiens vont manquer de travailler, sont incapables de travailler, soit une journée, soit la semaine en entier, à raison d'une problématique de santé mentale. Ça, c'est un coût qui est énorme pour l'entreprise, comme de raison. Mais en plus, c'est un coût énorme pour cet individu-là qui maintenant manque cette connexion-là qu'on a avec le travail. Parce que pour chacun d'entre nous, notre identité est souvent liée à notre travail. Donc, c'est très important pour ces individus-là, pour leur support, pour leur soutien psychologique, de pouvoir essayer de rester dans le milieu de travail. Et si on regarde où est l'incidence de la problématique de santé mentale dans notre milieu de travail, et si je veux que vous vous concentrez sur les barres qui sont bleu foncé, on voit que c'est les jeunes employés, entre 15 et 40 ans, qui ont une incidence plus profonde de problématiques de santé mentale. Mais ça fait du sens. Parce que quand on commence notre acheminement, si on peut dire, dans le milieu de travail, souvent on fait face à des nouveaux facteurs de risque dont on n'a jamais fait face dans notre vie. Par exemple, pour ceux qui sont gestionnaires parmi nous aujourd'hui, c'est pas pour être méchant, mais faire face à un gestionnaire pour la première fois, ça peut être très stressant. Aussi, c'est peut-être dans le temps où ces gens sont dans un couple sérieux, par exemple. Ils ont peut-être des enfants, des jeunes enfants. C'est une merveilleuse expérience, mais ça apporte du stress. Ils peuvent avoir peut-être acheté une maison, par exemple, et ils sont maintenant en stress financier. Donc, ces nouveaux facteurs de stress peuvent faire qu'ils développent ou aggravent une condition qu'ils avaient dans le passé. Mais il faut que je remette mon chapeau, si on peut dire, de chercheuse, si ça ne vous dérange pas pour 2 minutes. Je pensais à notre population un peu plus âgée, de 60 ans et plus.
Lorsque lorsque ces employés-là grandissaient, lorsqu'ils ont vieilli, dans leur adolescence par exemple, il y avait une stigmatisation encore plus profonde de problématiques de santé mentale. Si un membre de la famille, par exemple, avait une dépression, on n'en parlait pas. C'était un secret de famille. Est-ce que c'est plausible que ces gens-là soient aptes à en parler maintenant? Ils sont beaucoup moins aptes à en parler. Donc, il ne faut pas oublier nos employés qui sont plus âgés, parce que souvent, il faut penser à une manière anonyme pour eux de pouvoir accéder aux ressources qu'on a dans le milieu de travail. Et au Canada, présentement, en moyenne, 30% des demandes d'invalidité du travail sont de courte ou de longue durée, sont pour une problématique de santé mentale. Ça, c'est énorme. Mais ils comptent pour 70% des coûts. Pourquoi? Je retourne toujours, premièrement, à l'aspect de stigmatisation. Si je suis un employé et j'ai une problématique de santé mentale, mais j'ai de la stigmatisation interne, je vais aller voir le docteur, pas pour ma problématique de santé mentale, par exemple, une dépression. Je vais aller voir le docteur pour un des symptômes qui est probablement le mal de dos, par exemple. Et puis, on peut me mettre en congé de maladie pour pouvoir me rétablir de mon mal de dos. Et c'est juste après 6 mois, après 9 mois, que le docteur réalise que j'ai pas les résultats que je devrais avec mon plan de rétablissement et qu'on vient faire une nouvelle analyse et qu'on donne une deuxième diagnostic, cette fois-ci une problématique de santé mentale. Mais ça peut étendre, si on peut dire, la durée de l'épisode et accroître les coûts. Mais en plus, au Canada, il y a aussi un manque de professionnels de santé en santé mentale, surtout dans certaines régions du Canada. Donc, on va voir notre docteur de famille. Et c'est notre docteur de famille qui traite, si on peut dire, notre condition de santé mentale. Mais ça peut prendre 1h30 avec un manuel que j'ai jamais lu, je dois l'avouer, c'est énorme, qu'on appelle en anglais le DSM-5, afin d'avoir un diagnostic qui est approprié pour la condition. Combien d'entre nous, on a passé 1h30 avec le docteur de famille? Là, je ne parle pas de la salle d'attente. Simplement avec le docteur de famille. Notre système de santé n'est pas établi autour d'une évaluation comme celle-là. Donc, habituellement, le traitement est plus général. Et lorsque ça ne fonctionne pas comme on veut, on fait des changements et jusqu'à temps qu'on ait un traitement qui est plus efficace. Donc, ça aussi, ça peut étendre la durée d'un épisode et donc les coûts pour les demandes d'invalidité. Il n'y a pas grand-chose qu'un employeur peut faire pour la deuxième raison, mais pour la première, il y a beaucoup qu'on peut faire pour faire sûr que les employés se sentent soutenus, qu'ils sentent qu'ils ne seront pas jugés s'ils apportent aussi de l'accès au programme qu'on a dans le milieu de travail. Mais qu'est-ce qui arriverait si on ne faisait rien? Si on était inactif lorsqu'on parle de santé mentale dans le milieu de travail? On a déjà mentionné que ça ferait un taux d'absentéisme plus élevé comme de raison. Mais il y a aussi un phénomène appelé le présentéisme. Ça, c'est là que l'employé se rend au travail, donc il est présent. Mais malheureusement, comme l'individu dans la photo, il n'est pas vraiment présent au travail. Sa productivité n'est pas à 100% que ce qu'elle ferait habituellement à cause d'une problématique de santé mentale ou physique. Et ce présentéisme-là est très lié significativement à une problématique de santé mentale. Et ça a un coût pour l'individu parce que cet individu-là, pendant qu'il est dans le milieu de travail et qu'il n'y a pas de soutien, qu'il n'y a pas de traitement, sa condition de santé mentale peut même s'aggraver. Donc, c'est important de faire quelque chose dans le milieu de travail afin de mieux soutenir nos employés. Je voulais aussi parler de blessures et de maladies. Si je suis au travail puis mon poste est haute sécurité, je grimpe les poteaux et je vais réparer les lignes électriques, par exemple, et que je ne suis pas présent à cause d'une condition de santé mentale, quelles sont les chances que je vais faire une erreur, que je vais avoir une erreur qui va soit me mener à une blessure pour moi-même ou pour un collègue? Beaucoup plus élevée. Mais même si notre poste n'est pas haute sécurité, si par exemple, je retourne dans mon passé, on est chercheuse, une analyste, et qu'on analyse des données et que des décisions sont prises sur ces données-là,
quelles sont les chances que je vais faire une erreur qui est très significative, qui va influencer, qui va avoir un impact sur ma réputation professionnelle, mais aussi la réputation de mon entreprise, beaucoup plus possible. Donc, c'est important d'en parler dans le milieu de travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le milieu de travail, on a des employés qui sont en santé, qui sont capables de gérer tous les facteurs de risque dont ils font face. Et pour ces employés, on doit avoir des programmes pour mieux soutenir leur santé mentale et prévenir des blessures psychologiques. Donc, des programmes qu'on appelle de mieux-être. On a aussi des individus, des employés qui prennent des congés ici et là pour essayer de gérer une condition de santé mentale. Ces employés-là doivent avoir du support afin de maintenir leur emploi. Parce que, comme j'ai dit précédemment, c'est très important pour leur santé mentale et pour l'entreprise comme de raison pour garder ces connaissances-là. Donc, on doit avoir en place des programmes de maintien au travail. Et on a des individus qui ont dû quitter le milieu de travail, soit en congé de courte durée ou de longue durée, et on doit avoir des programmes en place pour pouvoir les aider à retourner au travail, mais de manière saine et sécure pour eux. Et donc, on doit avoir des programmes pour soutenir les employés à travers le continuum de santé mentale. Donc, je pense toujours que cette première partie-là est un peu, ce que je dirais, noire, très sombre. Donc, j'aime ça faire l'emphase sur le fait qu'il y a des solutions, surtout dans le milieu de travail. Il y a plusieurs solutions qu'on peut mettre en place pour mieux se soutenir mutuellement dans le milieu de travail, puis créer cet environnement de travail-là qu'on veut, un environnement de travail qui est propice à la santé mentale. Premièrement, on doit mettre en place une stratégie globale de santé mentale afin de changer la culture, afin de faire sûr que chaque individu dans le milieu de travail se sente valorisé. Pour nous, ici à la Commission, on parle de la norme nationale comme de raison, qu'on a lancée avec nos partenaires, BNQ et la CSA, qui est une norme ISO, une norme occupationnelle, de santé occupationnelle, sur comment créer l'environnement de travail qui est psychologiquement sain dans le milieu de travail. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on parle des interventions, des programmes et le support qu'on a besoin pour mieux se soutenir dans le milieu de travail. On va en parler encore dans une couple de secondes. Mais aussi, il faut aborder la situation de la stigmatisation dans le milieu de travail. Comment est-ce qu'on peut réduire la stigmatisation qui entoure les problèmes de santé mentale? Parce qu'on peut avoir, comme j'ai dit, les meilleurs programmes, les meilleures interventions, la plus complète stratégie, la stratégie globale. Mais si les gens ne se sentent pas sécures, sains, d'aborder la situation de santé mentale dans le milieu de travail, ils n'accéderont pas à ces ressources-là. Donc, ils ne seront pas efficaces. Pour nous, on a des programmes pour ça aussi, le Working Mind ou l'esprit sain au travail, mais il y a plusieurs programmes qu'on peut mettre en place pour réduire la stigmatisation. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on pense qu'un collègue est en crise à ce moment-ci? Comment est-ce qu'on peut mieux les soutenir? Par exemple, présentement, je suis présente devant plusieurs personnes, je pourrais développer un trouble d'anxiété. Je pourrais avoir une crise qu'est-ce qu'on dit couramment, une crise de panique, une crise d'anxiété. Est-ce que mes collègues peuvent m'aider, peuvent me soutenir à travers une problématique de santé mentale à ce moment-ci, comme qu'ils le feraient pour une problématique de santé physique? Par exemple, je suis très maladroite. Si je tombe en bas des escaliers en sortant de mon bureau, je suis sûre qu'il y a un collègue dans l'édifice qui a été entraîné dans la santé mentale, les premiers soins en santé physique. Est-ce que les employés se sentent aussi confortables pour les premiers soins en santé mentale? C'est très important. Donc, la stratégie globale en santé mentale, je disais que pour nous, on favorise la norme nationale. C'est un cadre, c'est vraiment des outils. Ce n'est pas des règles, si on peut dire. C'est des outils qu'on peut utiliser afin de créer cet environnement de travail-là qu'on veut, cet environnement de travail qui est propice à la santé mentale. Présentement, il est gratuit, puis il est disponible à l'adresse en dessous, et c'est volontaire. Les employés ne sont pas mandatés par la loi de mettre en place la norme, sauf qu'il est utilisé présentement par les arbitres et durant les griefs, etc., comme cadre pour démontrer que l'employeur a mis en place un environnement de travail où les blessures sont prises en considération. Donc, c'est quand même important de le savoir.
La norme elle-même, c'est 15 pages. Le langage utilisé, je ne devrais pas peut-être le dire devant mes collègues, mais c'est un peu sec. Un peu difficile à suivre des fois pour les 15 premières pages. Mais vraiment, c'est l'appendice avec tous les outils qui est incroyable. Si on parle de faire un outil de l'entreprise, il y a un outil d'évaluation qui correspond dans l'appendice. Mais si on ne comprend pas vraiment les normes occupationnelles, ça peut être difficile à lire. Donc, ils ont mis en place, ou ils ont créé un guide de mise en place de la norme. C'est 124 pages, mais beaucoup plus facile à suivre, avec des exemples que je peux aussi promouvoir présentement parce que je crois que le guide est incroyable si on veut mettre en place une stratégie globale. La norme elle-même est basée sur les 13 facteurs psychosociaux qui peuvent aider à promouvoir et maintenir la santé mentale dans le milieu de travail. Je suis sûre que parmi nous, on a plusieurs personnes présentement qui n'ont aucune idée c'est quoi un facteur psychosocial. Lorsque je demande cette question-là, j'ai rarement une personne qui lève sa main. Mais si je changeais la question un petit peu, et si je vous disais qu'ils sont basés sur des éléments qui sont essentiels dans le milieu de travail pour que les employés se sentent soutenus, qu'ils se sentent qu'ils peuvent donner leur meilleure productivité, leur meilleur travail, que c'est l'environnement de travail qu'ils veulent afin d'être heureux au travail, d'être mobilisés. Je suis sûre qu'il y a un élément qui, pour vous, est mieux en idée. Pour moi, par exemple, c'est le respect et la civilité. J'ai besoin du respect et de la civilité afin de me sentir saine et sécure dans le milieu de travail. Et le respect, c'est un des facteurs psychosociaux. Et je suis sûre que l'élément qui est venu à votre idée fait partie d'un des 13 facteurs psychosociaux. Si vous voulez en savoir plus sur les facteurs psychosociaux, il y a un site qui est incroyable appelé Protégeant la santé mentale en milieu de travail, Guarding Minds at Work, qui explique vraiment qu'est-ce qu'on veut dire par chacun de ces facteurs psychosociaux et comment on peut les évaluer dans le milieu de travail. Et la norme nationale, vraiment, c'est simplement une structure. Ça donne une structure à nos initiatives, à nos programmes dans le milieu de travail, afin d'avoir une stratégie qui est globale. Donc, qui inclut les programmes, les politiques signés par les hauts dirigeants, des avantages sociaux, la formation et bien sûr le pilier d'évaluation pour faire sûr qu'on va avoir les résultats qu'on veut. Et qu'est-ce qui est vraiment une histoire de succès pour moi à ce moment, c'est qu'est-ce qui se passe dans la fonction publique fédérale à ce moment. C'est avec le 22e rapport de la greffière du Conseil privé que les problématiques de santé mentale ont été identifiées comme un obstacle possible pour les employés, pour qu'ils puissent atteindre un succès professionnel dans la fonction publique fédérale, mais aussi jouir pleinement, non seulement de leur vie à la maison, mais de leur vie au travail. Donc, en réponse, si on peut dire, à ce rapport, on a mis en place un groupe de travail mixte qui inclut les syndicats, les gestionnaires, le Conseil du Trésor, etc., les ressources humaines, pour essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire d'aborder de la situation de la santé mentale dans le milieu de travail de la fonction publique fédérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ont souligné, si on peut dire, 11 recommandations qui correspondent très étroitement à notre norme nationale. Ils ont aussi identifié avec leur premier rapport en décembre 2015 qu'il y avait beaucoup déjà qui avait été fait dans le domaine. C'était peut-être pas aligné à une stratégie de santé mentale, mais qu'il y avait beaucoup de succès déjà à célébrer. Et que les hauts dirigeants avaient un rôle clé. Si on voulait mettre en place une stratégie de santé mentale dans la fonction publique fédérale, puis que ce soit un succès. Qu'ils avaient un rôle clé dans cela, dans la mise en place. Et j'aime vraiment stresser et mettre une emphase sur la première recommandation parce que, honnêtement, les mots utilisés, si on peut dire, c'est vraiment... je suis une chercheuse, je devrais faire attention à ce que je dis, mais je pense que je vais faire du plagiaria, puis je vais l'offrir à tout le monde à travers le Canada parce que c'est très, très, très bien dit. Mais j'aime la dernière phrase en particulier. C'est là une responsabilité qui incombe à chacun dans le milieu de travail. Donc, il y a un rôle pour chaque intervenant dans le milieu de travail. Oui, il y a un rôle pour l'employeur, définitivement, à mettre en place une structure qui promouvoit la santé mentale, puis qui peut empêcher, si on peut dire, le développement de blessures psychologiques. Mais il y a un rôle pour les employés, il y a un rôle pour les gestionnaires
il y a un rôle pour les autres dirigeants, il y a un rôle pour les syndicats, pour qu'on puisse ensemble créer cet environnement de travail-là qui est propice à la santé mentale. En mai dernier, ils ont écrit leur deuxième rapport. Ils ont lancé leur deuxième rapport où est-ce qu'ils donnent des directives très précises. Qu'est-ce que ça veut dire pour la fonction publique fédérale? C'est là aussi qu'ils ont identifié qu'ils étaient pour adapter, si on peut dire, ou fédéraliser le guide de mise en place dont je parlais plus tôt, une étape à la fois, pour la fonction publique fédérale. Et qu'ils étaient pour créer un centre d'expertise pour la fonction publique fédérale. Je vais voir qu'il y a une erreur de tape, là, je suis désolée. Mais que vraiment, il y avait besoin d'un centre de conseil pour ceux qui étaient pour mettre en place une stratégie de santé mentale dans la fonction publique fédérale. Et cette stratégie-là, vraiment, elle met l'accent sur 3 buts stratégiques. Changer la culture, on en a parlé. Comment est-ce qu'on peut faire sûr que tous les employés se sentent valorisés, qu'ils aient ou non une problématique de santé mentale ou physique. Renforcer les capacités, vraiment donner des outils à chacun des intervenants, les employés, les gestionnaires, les autres dirigeants, les syndicats. Si on leur dit qu'ils ont un rôle à jouer, il faut faire sûr qu'ils sont outillés. Sinon, ça va juste apporter plus de stress dans la situation. Et finalement, mesurer. Faire sûr que non seulement on a les résultats qu'on veut, ça c'est très important, de pouvoir changer nos programmes si on n'a pas ces résultats-là, mais aussi ça donne une durabilité au programme. S'il faut rapporter nos résultats, s'il faut rapporter ce qu'on fait, ça donne une durabilité à la stratégie. On ne peut pas juste la mettre sur les étagères. Mais il faut se souvenir que les grands changements, ça se produit vraiment un petit pas à la fois. Ou comme que je dis, comment est-ce qu'on mange un éléphant? Je ne l'ai jamais fait, mais j'assume que c'est comme n'importe quoi d'autre. C'est une petite bouchée à la fois. C'est la même chose ici. Mais est-ce qu'on va avoir vraiment le succès qu'on veut? Est-ce qu'on va avoir le résultat qu'on veut? Si on met en place une stratégie globale sur la santé mentale, dans la fonction publique fédérale, par exemple, est-ce qu'on va avoir les résultats qu'on veut? Parce que ça va quand même prendre des ressources financières, des ressources humaines. Est-ce qu'on devrait mettre ces ressources-là sur un autre objectif ou un autre programme afin d'assurer le succès? C'est important de le savoir. Et puis en 2013, pour une raison, on n'avait pas de résultats concrets encore parce que c'était une norme qui était nouvelle à travers le monde. Donc, ils ont mis en place un projet de recherche sous forme d'études de cas. Ils ont suivi plus de 40 organisations à travers le Canada, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises dans chacun des secteurs d'activité au Canada, dans différentes régions du Canada, pour voir premièrement quels étaient les facteurs qui pouvaient nuire à la mise en place d'une stratégie, quelles étaient certaines des pratiques exemplaires pour créer cet environnement de travail-là qui est propice à la santé mentale, mais aussi déterminer est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'on va avoir les résultats qu'on veut. J'ai ici dans les diapos deux résultats des études de cas. Je vais en parler d'un aujourd'hui à cause du temps, mais vous allez avoir les diapos pour l'autre après. Donc, j'aimerais parler de l'hôpital Michael Garron. Anciennement, c'était appelé l'hôpital général de l'Est de Toronto. Ils ont changé leur nom puis leur mandat à travers l'étude de cas. Et ils ont mis en place la norme en 2014 afin d'essayer de mieux soutenir leur cadre d'infirmiers. Et ensuite, pour une raison, le personnel de l'hôpital, mais une emphase sur leur cadre infirmier. Je ne sais pas si vous le savez, mais à travers le Canada, présentement, on a des problématiques lorsqu'on parle du cadre infirmier dans les hôpitaux, parce qu'ils font face, les infirmières, les infirmiers, font face à des facteurs de risque physiques et psychologiques qui vraiment peuvent avoir une influence sur leur santé. Et donc, ils sont souvent en congé de maladie, par exemple, ou en congé d'invalidité, et on n'a pas les infirmiers ou les infirmières pour les remplacer. Donc, ça mène à plusieurs... premièrement, les infirmières et les infirmiers ne sont pas soutenus, donc ça mène à des problèmes pour eux, mais aussi pour l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une analyse pour voir où ils en étaient. C'était quoi l'image, on peut dire, de leur support, de leur soutien en santé mentale pour leurs employés à ce moment fixe. Et ils ont découvert, par exemple, que le département des urgences était un département où il y avait beaucoup de possibilités de blessures psychologiques, surtout avec le trauma vicarien. Ça veut dire, par exemple, si je suis infirmière et je donne des soins, comme de raison, et à la maison, j'ai des enfants.
et un enfant arrive à la salle d'urgence qui a été abusé. Ça va avoir un impact sur ma santé psychologique parce que j'associe avec cet enfant-là. Et il y avait beaucoup de blessures par rapport ou en relation avec le trauma vicarien à l'hôpital. Donc, ils ont mis en place un programme pour essayer d'identifier les signes et les symptômes précurseurs, de pouvoir identifier la situation où est-ce qu'il pourrait y avoir un trauma vicarien pour pouvoir mieux soutenir ces infirmières-là ou ces infirmiers faire leur rôle. Ils ont aussi créé une liste de contrôle sur l'épuisement professionnel, le burn-out, parce que c'est peut-être un risque pour le cadre infirmier. Ils ont élaboré leur programme de prévention de la violence au travail. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, quand je vais à l'hôpital, c'est soit que je suis vulnérable ou qu'un membre de ma famille, un être cher, est vulnérable. Ça ne me rend pas nécessairement dans mon meilleur pour pouvoir parler, par exemple, d'une manière respectueuse au cadre infirmier ou au personnel de l'hôpital. Mais en plus, il y a une hiérarchie dans l'hôpital qui fait en somme qu'il pourrait y avoir systématiquement des problèmes lorsqu'on parle de violence au travail. Donc, ils ont mis en place un programme beaucoup plus élaboré pour pouvoir contrer ce risque-là. Ils ont mis en place plusieurs interventions pour essayer de cibler particulièrement les risques dont ils faisaient face. Est-ce que ça a un impact? L'organisation comme telle, l'hôpital Michael Garron, a vu une baisse de 7 des coûts globaux de soins de santé au cours des années d'études de cas. Ça, c'est très significatif pour une entreprise. Mais ça veut aussi dire que, par exemple, ça veut dire que les employés utilisaient moins les congés d'invalidité, par exemple, ou les services psychologiques qui étaient moins prévention, plus pour le rétablissement. Ça veut dire que l'employé était mieux soutenu. Puis on a vu aussi une diminution des absences de 10,6 en 2008, qui est un petit peu avant l'étude de cas, c'est la dernière année où il y avait des données, à 6,6 à peu près, jours en 2014. Ça, c'est très significatif pour l'entreprise, mais aussi pour les individus qui ont reçu plus d'aide. Mais qu'est-ce qu'ils n'avaient pas anticipé nécessairement, c'est que ça avait aussi un impact sur la mobilisation des employés qui se sentaient maintenant mieux valorisés, qu'ils offriraient un meilleur service aux patients, donc la satisfaction des patients a augmenté. Mais aussi, comme je disais, lorsqu'une personne est plus présente au travail, les erreurs peuvent baisser, le nombre d'erreurs peuvent baisser. Et c'est ça qu'ils ont vu. Ils ont vu que le nombre d'erreurs médicales a baissé durant ce temps-là de mise en place de la norme. Puis pour un hôpital, une erreur médicale, c'est trop. Donc, c'était vraiment très valorisant pour l'entreprise, mais aussi pour les individus. La deuxième étude de cas, c'est celle de Bell. Tout le monde connaît Bell comme de raison. Et si vous voulez en savoir plus sur leurs entreprises et les résultats, ça va être disponible pour vous. Alors, qu'est-ce que le projet d'étude de cas a démontré? C'est qu'il y avait en particulier deux éléments qui étaient essentiels puis qui est sous le contrôle de l'employeur, qui aident ou favorisent la mise en œuvre d'une stratégie globale de santé mentale. Le leadership, assurer vraiment une mobilisation du leadership, de faire sûr qu'il démontre un engagement visible vers la santé mentale. Encore une fois, c'est parce que ça construit, si on peut dire, ou bâtit cet environnement de confiance-là qu'on veut pour faire sûr que les employés peuvent se sentir sécures d'aborder de la santé mentale dans le milieu de travail, puis d'accéder aux ressources qu'on a. Mais aussi la sensibilisation à la santé psychologique pour chaque intervenant dans le milieu de travail. Donc, les employés, les gestionnaires, les hauts dirigeants, les syndicats, c'est ça, de faire sûr que tout le monde, non seulement comprenne leur rôle, mais qu'il y ait les outils afin de pouvoir faire leur rôle pour créer l'environnement de travail qu'on veut voir. Et que sans ces deux éléments-là, vraiment, il existait des obstacles à la mise en œuvre d'une stratégie qui mène au succès, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les cadres supérieurs? Il y a plusieurs, et on voit la liste là, de leçons ou de pratiques prometteuses qui ont été identifiées durant l'étude de recherche. C'est de vraiment prêcher par l'exemple, de démontrer sa mobilisation vers la santé mentale, de montrer cet engagement-là, de faire sûr que tout le monde a les outils pour pouvoir atteindre ou pouvoir faire leur rôle. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment me concentrer sur un élément, si c'est possible. C'est reconnaître les indices d'une détresse mentale, parce que vraiment,
c'est pour tous les individus, les intervenants dans le milieu de travail. Ça s'applique à tout le monde. Comme on l'a dit précédemment, la santé mentale, c'est vraiment pas une condition binaire. C'est un continuum, si on peut dire. Et qu'on a différentes phases, si on peut dire, de santé, lorsqu'on parle de santé mentale. On peut être dans le bas, comme je disais, puis être capable de gérer tous nos facteurs de risque. Et un nouveau facteur de risque vient et on tombe dans le jaune. Mais pour chacun de ces phases-là, de ces éléments-là, il y a des changements dans l'humeur ou la pensée, les attitudes, le comportement, leur rendement au travail, même des changements dans leur physiologie qui peut démontrer que cet individu-là a une problématique quelconque. Ce n'est pas pour diagnostiquer, si on peut dire, une problématique de santé mentale. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas un docteur. Je ne sais pas si on a un docteur sur la ligne aujourd'hui, mais rarement au milieu de travail, on a des docteurs qui sont quand même formés pour faire ces diagnostics-là. Donc, au milieu de travail, on ne demande pas un diagnostic. On ne l'encourage pas. Ce n'est pas pour ça, ce n'est pas notre rôle dans le milieu de travail. C'est d'offrir du soutien. Donc, la problématique pourrait être une problématique de santé physique, ça pourrait être une problématique de santé mentale, ça pourrait être une autre problématique complètement différente. Mais on identifie que cet individu-là est à risque, qu'il y a un changement de comportement, par exemple, qui indique qu'ils sont en difficulté, qu'ils auraient peut-être besoin de soutien. Et c'est d'offrir ce soutien-là, soit en tant que collègue ou en tant que gestionnaire. Donc, c'est de demander, identifier vraiment qu'est-ce qu'on a perçu. Donc, je me tournerais vers Sam, par exemple, et je lui dirais, Sam, j'ai remarqué dernièrement que tu as l'air vraiment stressé. Tu t'isoles, tu ne nous parles plus. Est-ce que tu es correct? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Et Sam pourrait donc me dire s'il a une problématique quelconque, ou est-ce qu'il aurait besoin de soutien. C'est aussi d'avoir un outil dans notre poche, là. Parce que Sam pourrait me dire que, par exemple, il y a un problème à la maison, et puis je ne sais pas comment gérer cette situation-là. C'est peut-être d'offrir, même en tant que collègue, une ressource possible. Donc, par exemple, dans le milieu de travail, il y a un programme, par exemple, le programme d'aide aux employés qu'on peut offrir. Si cette personne-là a besoin d'une aide à ce moment-ci. C'est d'avoir un outil dans notre poche. Mais c'est de faire sûr que cette personne-là sache que non seulement on a remarqué qu'il y a un changement, mais qu'il se sente soutenu, qu'il se sente valorisé en tant que collègue, puis en tant qu'employé. Mais est-ce que ça fonctionne? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'étude de cas, c'est vraiment plus des résultats organisationnels parce que, comme la raison, il y a un élément de confidentialité lorsqu'on parle de l'individu. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais prendre quelques instants, je vais partager une histoire avec vous. 3 ans passés, je travaillais pour le Conference Board du Canada. Puis la minute que je suis arrivée au Conference Board, je savais qu'est-ce que je voulais faire. Je le savais parce que il y a différents, si on peut dire, niveaux en recherche dans le Conference Board. Et je voulais être principale de recherche. Je ne voulais pas être présidente, puis vice-présidente, puis directeur, parce que ces gens-là, ils ne touchent pas aux données. Vous savez ce que je veux dire? Les numéros, là, faire les histoires, c'est une passion pour moi. Donc, je voulais être principale de recherche. Et 3 ans passés, vous peut-être déjà le savoir, là, vous avez peut-être identifié, j'ai reçu ma promotion. Je suis devenue principale de recherche. J'ai fait la danse de la joie. L'équipe en entière a fait la danse de la joie parce que ça démontrait non seulement que moi, en tant que professionnelle, j'étais rendue à ce niveau-là, mais que le département en entier, le sujet était assez important pour avoir un principal. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de principales dans ce niveau-là de recherche. Et je peux vous dire tout de suite, lorsque la danse pour moi a arrêté. Et ça, c'était 2 jours après, et ça n'avait rien à faire avec l'ouvrage. Ça n'avait rien à faire avec mon poste. Ma soeur m'a appelé à la maison, à l'ouvrage, et m'a dit qu'il y avait quelque chose de mal avec mon beau-frère, sa santé, et puis qu'elle devait l'apporter à l'hôpital. C'était probablement pas sérieux, parce que mon beau-frère est quadriplégique, puis de temps en temps, sa santé peut être affectée. Donc, c'est un support commun pour notre famille que lorsque Lise doit aller à l'hôpital avec Paul pour, par exemple, pour une infection, par exemple. Moi, je vais à la maison pour aider avec les enfants, parce que, comme de raison, ils ont 3 enfants. Et donc, cette journée-là, moi, j'ai fait ce qui est typique d'une tante. J'ai apporté les chips,
puis les croustilles, puis les bonbons, puis le soda, et puis toutes les choses qui sont mauvaises, des films, des jeux vidéo, et on a eu une soirée absolument fantastique. Mais après ça, on a découvert que la situation avec mon beau-frère était beaucoup plus sérieuse qu'on pensait. Par le temps qu'il est arrivé à l'hôpital, il y avait une infection pulmonaire et son poumon droit s'était affaissé. Et par le temps qu'il a été diagnostiqué, parce que ça peut prendre du temps, avec une personne qui est quadriplégique, son deuxième poumon était affaissé. Donc, il n'est pas revenu à la maison cette journée-là parce qu'il a manqué d'oxygène. Il y a eu une crise cardiaque puis un AVC. Il n'est pas revenu à la maison pendant 1 an. Et le système de santé qui est merveilleux au Canada peut être quand même difficile pour quelqu'un qui a besoin de soins critiques, mais des soins totaux, comme une personne quadriplégique. Donc, ma sœur, elle était obligée de rester à l'hôpital dans les soins intensifs afin de pouvoir assurer que Paul avait le traitement qu'il avait besoin. Donc, d'un jour à l'autre, mes neveux et ma nièce ont perdu leurs 2 parents. On voyait ma sœur peut-être 2 heures par jour où est-ce qu'elle allait se coucher. Et je suis devenue mère de 3 merveilleux enfants qui sont des triplés, qui commençaient l'école secondaire et qui étaient quand même en crise émotionnelle assez sérieuse parce qu'on croyait qu'on était pour perdre leur père. Mais de d'heure en heure, mon focus, mon enfant, c'était vraiment comment est-ce que je peux aider ces enfants-là. Donc, je me réveillais à 5 heures du matin pour travailler pendant 1h30 parce que j'avais quand même un nouveau poste qui était très demandant. Après ça, je réveillais les enfants, je faisais sûr qu'ils étaient corrects, qu'ils avaient leur déjeuner, qu'ils s'habillaient, etc. Je les apportais à l'école, moi j'allais travailler. Mais durant la journée, si on pensait que Paul était pour nous quitter, qui arrivait assez souvent surtout au début, j'allais chercher les enfants pour qu'ils puissent dire au revoir à leur père. Avec beaucoup de chance, la situation s'est toujours rétablie. Paul est encore avec nous. Et alors, dans ce moment-là, les enfants pouvaient décider s'ils se sentaient aptes à retourner à l'école ou aller à la maison. Et 3/4 du temps, ils ne pouvaient pas retourner à l'école à cause des émotions. Donc, on allait à la maison et on essayait d'expliquer ce qui se passait. Donc, j'essayais de les aider à travers leurs moments difficiles. Mais même les journées où Paul allait vraiment bien, je devais quitter à 3 heures parce que je devais être à la maison lorsque les enfants arrivaient de l'école. Et je les apportais voir leur père et leur mère à l'hôpital. On passait une couple d'heures là. Après ça, j'allais faire les devoirs, le souper, les choses qui viennent avoir des enfants. Ils allaient se coucher à 10 heures, mais moi, je n'avais pas travaillé. Donc, j'ouvrais mon ordi. Je travaillais jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. J'allais me coucher, je me réveillais à 5 heures du matin. À ce moment-là, je n'ai pas réalisé que ça, ce n'était pas une condition qui était normale, parce que j'étais dans le moment. Mes seules pensées, c'était comment est-ce que je peux aider les enfants maintenant. Puis lorsque je ne pensais pas aux enfants, c'était à Lise et à Paul. J'étais la 4e personne dans la liste, puis on n'arrivait jamais à numéro 4. Mais c'est une collègue au travail, ma gestionnaire, qui a découvert qu'il y avait un problème, qu'elle a vu que mon comportement avait changé. Elle a vu que j'étais très stressée, puis elle est venue me voir. Puis elle m'a dit, Louise, tu as l'air très stressée dernièrement, tu cours partout, tu t'isoles, tu n'as plus les conversations que tu avais avec tes collègues. Puis un signe qui n'est pas dans cette charte-là, qui est unique à moi, elle m'a dit, j'ai commencé à porter des couleurs. C'est parce que je n'étais pas retournée à la maison. Moi, mon costume typique, c'est en noir, puis blanc, gris. Si je me sens vraiment osée, je vais porter du bleu, là, tu sais. Mais j'ai commencé à porter du tangerine, puis du fuchsia, puis de l'aquamarine, puis des couleurs que je ne connais même pas. Parce que je portais le linge de ma sœur, qui, elle, porte des couleurs. Donc, elle l'a remarqué. Elle l'a associé à la seule chose qu'elle savait qui était différente. Elle a dit, Louise, est-ce que c'est la nouvelle position? Parce que moi, je sais que c'est capable de le faire. Tu l'as fait, ça fait des années, c'est la position. Mais si tu as besoin de plus de soutien, on va te le donner. T'sais? Et puis, j'ai pas eu la réaction qu'elle pensait. Ça peut arriver. J'ai commencé à rire hystériquement. Et puis, j'ai dit, c'est pas la position, c'est pas le rôle. C'est les enfants sont en train de me tuer. Et puis c'est là où j'ai réalisé que j'avais jamais abordé cette situation-là avec ma gestionnaire. Ça faisait quand même des semaines que je courais. Parce que pour moi, c'est une situation personnelle. Ça ne m'était pas venu à l'idée de demander à ma gestionnaire pour du soutien. Si Caroline n'avait pas remarqué un changement dans mon comportement, dans mon humeur, j'étais déjà dans l'orange allant vers le rouge. J'aurais tombé dans le rouge.
Donc, je suis très reconnaissante, si on peut dire, à Carla, parce que ça a prévenu l'aggravation, si on peut dire, ou une détérioration de ma santé mentale. Donc, en tant que collègue, en tant que gestionnaire, il y a beaucoup qu'on peut faire dans le milieu de travail afin de se soutenir mutuellement. Et dans les prochaines fiches, il y en a 3, c'est vraiment ce qu'on a parlé dans le passé. Je voulais juste faire sûr qu'il était écrit sur les diapos pour vous aider. Mais je voulais, s'il vous plaît, terminer avec une dernière diapo, si ça ne vous dérange pas. C'est, si c'est possible, dans les moments surtout chaotiques, où il y a beaucoup de chaos dans votre vie, où vous vous sentez peut-être submergé, c'est de prendre un pas en arrière, puis essayer d'identifier est-ce qu'on est encore dans le vert. Moi, 3 ans passés, je dois l'avouer, j'ai pas pris ce temps-là, j'ai même pas pensé parce que je pensais pas à moi-même. Ça peut arriver. Mais est-ce que je suis encore dans le vert? Est-ce que je suis encore capable de gérer les facteurs de risque dont je fais face? Puis sinon, qu'est-ce que je peux faire? Quelle stratégie est-ce que je peux mettre en place afin de mieux gérer ces facteurs de risque-là? Par exemple, Paul est retourné à l'hôpital dernièrement, juste avant Noël. Il va bien maintenant, mais on a mis des stratégies en place pour mieux gérer la situation. Et on peut identifier ces facteurs de risque-là. Mais quand ce n'est pas possible, quand la personne vit dans le moment, puis le moment est très difficile, ça se peut fort bien qu'ils ne sont pas capables d'identifier qu'eux-mêmes sont affectés par la situation. C'est à nos collègues, si c'est possible, à nos amis, de pouvoir être ce miroir-là qu'on ne peut pas être à ce moment-là pour notre santé mentale, puis d'aller intervenir. Parce que vraiment, la santé physique, la santé mentale, c'est tout uni. La santé, c'est la santé. Ils vont de pair. Et puis, dans le milieu de travail, si on met des investissements dans la santé mentale, ça a vraiment beaucoup de résultats positifs, du point de vue organisationnel, mais aussi du point de vue de l'individu. Puis il existe des ressources, y compris la norme, qui peuvent nous aider à pouvoir créer cet environnement de travail-là qu'on veut, un environnement de travail qui est propice à la santé mentale. Donc, je pense qu'on va être prêt pour des questions dans quelques secondes, mais je voulais aussi mettre en place certaines ressources qui sont disponibles si vous voulez essayer d'aborder la situation de la santé mentale dans le milieu de travail. Donc, je vais passer le téléphone ou l'audio à Sam. Merci beaucoup, Louise, pour votre présentation.